Bonjour, vous comptez vivre dans votre appartement jusqu'à votre dernier souffle et l'idéal serait de percevoir un complément à votre retraite. Le viager serait peut-être la solution. Pour l'acquéreur, cela dit, la démarche peut être malsaine ou risquée. On va en parler dans cette émission avec Philippe Verdon. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes le directeur de Viager Fund. On va expliquer de quoi il s'agit dans quelques instants. Face à vous, le redoutable Laurent Degrave, auteur et courtier de crédit chez Solufinance. Merci d'être là. Et vous, évidemment, on attend vos avis. Prenez position. Osez, soyez pour ou contre. Philippe, vous dites, on fait de très belles affaires avec le viager. C'est possible de faire de bons choix et de gagner sa vie? Bien sûr, c'est possible de faire de bons choix. C'est-à-dire que c'est toujours un contrat qui doit être correctement calibré. Et donc, effectivement, dès le départ, c'est un contrat qui est très équilibré entre le vendeur et l'acheteur. Mais vous avez un aléa. Oui, on va en parler dans quelques instants. On revient sur ce détail. Laurent, vous êtes plus dans le attention, ce n'est pas un placement sûr. Alors, c'est pas que c'est pas un placement sûr, c'est qu'en fait... C'est ce que vous m'avez dit au téléphone il y a 2 heures. On ne sait pas dire quelle est la rentabilité de ce placement. C'est ça le problème. Puisque tout va dépendre de l'âge à laquelle la personne qui a vendu décède. Et donc, on est dans une incertitude totale. Donc, c'est pas sûr. C'est pas sûr, on va dire comme ça. Effectivement, parce qu'à la base, il y a ça dépend si c'est un viager libre ou occupé. On verse un bouquet, puis il y a une rente à payer. Mais voilà, la personne peut vivre comme Jacques Calment jusqu'à 120 ans. Et là, le rendement, on pose un peu le décor. Vous avez prononcé des mots chinois ou barbares pour certains. Viager occupé, on parle à peu près de 90% de viager occupé. C'est un bien immobilier en viager, donc c'est dans lequel le vendeur continue d'habiter, d'accord. Et le viager libre, là, c'est quelques pourcents du marché, c'est beaucoup plus rare. C'est un bien immobilier, donc en viager inoccupé. Il s'agit d'un viager plus rare, donc on vient de le dire. Pourquoi c'est plus rare ? C'est plus rare parce que ça implique déjà que la personne qui vend ait un autre immeuble dans lequel il puisse habiter. Elle a déjà un plan B. Tandis que le profil type du vendeur, c'est la personne qui a plus de 70 ans, qui a un petit appartement ou un grand appartement, qui souhaite absolument rester chez elle. Mais elle n'a pas un deuxième bien. Expliquons, soyons clairs pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Le viager, c'est quoi? Donc une vente en viager, c'est un appartement occupé plutôt par une personne âgée, en général? En général, oui. En fait, le viager, c'est simplement quelqu'un qui dit « je veux vendre, mais je ne vends pas de manière classique. Je veux rester chez moi. Je veux rester chez moi avec une rente. » Donc il vend, il reçoit ce qu'on appelle un bouquet, qui est une somme de plus ou moins entre 20 et 30% du prix de vente. Et puis donc le bouquet, c'est 20% du prix de vente? 20 à 30%, je pense, en général. Qui est payé? Qui est payé en une fois. Donc, on peut faire des vacances une fois. Après, on sait pas. Et puis le reste, c'est une rente mensuelle? C'est une rente mensuelle, mais qui est limitée dans le temps. Donc avant, ce n'était pas le cas. Donc on pouvait payer jusqu'à la mort de la personne. Aujourd'hui, c'est limité à 10, 15 ou 20 ans. Mais une limite qui se réduit, on dirait, non? Elle se réduit, oui, tout à fait, de plus en plus. Pourquoi? Pour encourager le viager? Pour encourager le viager, certainement, sinon on ne trouve pas d'acquéreur si le viager était limité dans le temps. Tandis qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus, je dirais, c'est pas vraiment un contrat austère, puisqu'on sait combien de temps on va payer. Au maximum. Au maximum. L'amateur, l'acquéreur sait qu'il va payer pendant 15 ans une rente de 500 € par mois, par exemple. Donc, il sait faire son calcul. Disons que ça permet de rendre l'investissement un peu plus sûr. Parce qu'effectivement, dans le passé, on pouvait se retrouver à payer pendant, comme Jacques Calment, on en parlait tantôt. C'est 20, 30, 40 ans, là, ils ont payé. D'ailleurs, le notaire est mort même avant elle. Oui, mais quand on s'engage dans du viager, ça veut dire quoi? Parce que quand je dis ça peut être malsain, comme je disais en présentant le thème de cette émission, c'est qu'on souhaite ou on attend finalement le décès de cette personne âgée pour pouvoir investir le bien. Ça, c'est ce qu'on imagine quand on n'a pas fait du viager soi-même. Moi, je constate que les personnes qui achètent du viager, eh bien, c'est simplement une épargne forcée. Tous les mois, 500 €, 600 € partent de leur compte et vont alimenter le compte de la personne âgée, qui elle est ravie de pouvoir vivre dans ses meubles avec nettement plus que sa pension. Mais on n'y pense pas tous les mois. On oublie très rapidement le fait qu'il y a un aléa. Donc, il faut presque l'oublier, cet investissement. Il faut l'oublier. Et donc, il faut complètement l'oublier. Je pense que ça n'est pas destiné le viager aux investisseurs et aux personnes qui ne sont pas capables d'abord de générer des revenus réguliers pour pouvoir... Il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides, Laurent, certainement. Qu'est-ce qui vous dérange dans cet investissement? Il faut les reins solides, ça reste une rente régulière, donc il faut payer chaque mois une mensualité, donc il faut être capable de la payer. Oui, en plus de son propre logement. En plus de son propre logement. Et une incertitude, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce patrimoine investi. Si on va vers un achat classique, aujourd'hui, on achète une maison, on peut le financer via un prêt hypothécaire ou autre, on a un capital de départ, on est beaucoup plus tranquille. On met un locataire dedans, dans 5 ans, dans 10 ans, on a envie de revendre, on a envie de changer de locataire. On a la main. On a la main. Là, on n'a pas la main, on est complètement bloqué. Alors effectivement, le viager est limité dans le temps, entre 15 et 25 ans. Mais si vous faites un viager en 15 ans, la personne, pendant 15 ans, vous lui payez une rente.
Et puis, elle vit dans sa maison. Ouais. Vous voulez le revendre, vous voulez mettre un locataire ou avoir un revenu de celui-ci, il n'y a pas moyen. Ouais. Et alors, il y a aussi l'autre problème, c'est que vous êtes responsable de tous les gros frais. Donc, si c'est un appartement dans un immeuble, ou si c'est une maison, vous êtes le propriétaire, il y a un problème de toit, il faut réinjecter de l'argent pour réparer le toit d'un bien dont on ne sait pas rentabiliser à l'heure actuelle on s'arrête sa plus-value. Sur l'article qui parle. Question pour tous les deux de cet article. Le viager est-il un bon pari? Est-ce qu'on peut parler de pari? C'est sans doute un pari, vous avez un aléa. Quand même, donc, dès le moment où c'est aléatoire, effectivement, vous pariez sur le fait que vous allez payer au terme des 15 ans un certain montant, ça on en est certain. Ou est-ce que ça va s'arrêter au bout de 7 ans? Ou alors ça va s'arrêter au bout de 7 ans. On entendait, les chiffres en Belgique et en France, c'est plutôt une moyenne de 8 ans. Et donc on sait au maximum combien ça va coûter. Donc le conseil que je donne toujours, c'est plutôt d'essayer de diversifier son risque et d'acheter un viager, voire un deuxième viager, ou de l'acheter à plusieurs. Comme ça on disperse son risque. Ça veut dire quoi l'acheter à plusieurs? Eh bien on pourrait très bien, vous et moi, acheter un appartement en viager et en acheter un deuxième, ce qui permet de disperser le risque, pas se dire au fond, je mets tous mes œufs dans le même panier. Non, j'investis la même somme, mais je la divise en deux et on la je reviens sur le côté malsain, parce que dans les réactions Facebook, il y a énormément de ce type de réactions, de gens qui disent, bah, quand même, on attend, voilà, Cédric nous dit souvent chaud, car 2 loyers à payer. Ah oui, non, c'est pas évident. Et ce côté malsain revient beaucoup. On mise tout à fait. ce côté défi. Disons qu'on parle d'argent et on parle de mort d'une personne quand même, donc on n'est pas dans quelque chose. Voilà. Et alors vous avez dit vous-même, le viager a un pari risqué ou pas risqué, mais ça reste un pari. Est-ce que quand un investisseur a de l'argent à placer, il doit le jouer, c'est pas du jeu, parce que finalement, mais c'est un pari, donc, quelque part. C'est un pari malsain. C'est un pari certainement, un pari risqué, pas vraiment, parce que de toute manière, pour acheter en viager, il faut savoir qu'il vous faut quoi pour un petit appartement à Bruxelles? 50 000 €. Si vous avez 50 000 €, vous avez de quoi payer. 50 000 €? Vous achetez quoi à Bruxelles? En viager, vous avez de quoi acheter en viager, justement. Vous voyez, vous êtes surprise, vous voulez faire un achat classique, avec 50 000 € plus une rente régulière à payer tous les mois. Mais de toute manière, vous bloquez moins de capital. Si vous allez à la banque, d'abord, il faut que vous ayez des fonds propres. Vous allez devoir payer les intérêts. Ici, en viager, c'est le meilleur prêt que vous puissiez faire, puisque la personne qui vous vend l'immeuble, elle est d'accord que vous payez le prix au fil des mois, pendant 15 ans, sans intérêt. Laurent, avec sans intérêt. Non, c'est pas tout à fait vrai, parce que la personne, elle sait qu'elle va être payée sur 15 ans, il y a un calcul d'intérêt qui est calculé par rapport à ça aussi. Donc, les intérêts sont très faibles aujourd'hui, donc ça reste... Aussi bien en banque qu'en viager. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, vous dites qu'il faut des fonds pour acheter un bien existant. Non, il n'en faut pas plus que pour acheter un viager, vous l'avez dit. Mais il n'en faut pas moins. Pardon? Il n'en faut pas moins. Il n'en faut pas moins, bien qu'il y ait moyen de faire des prêts totals. Donc maintenant, pas dans l'investissement, mais si vous achetez un achat classique. Il faut comprendre une bonne chose, c'est que le viager, c'est vraiment... on parle de placement, donc on parle de gens avertis, on parle de gens qui ont des moyens financiers. Le viager s'adresse beaucoup moins à un jeune couple qui démarre dans la vie, qui veut acheter sa propre maison. Là, je crois qu'il doit venir me voir directement, mais absolument pas les... Et c'est là le danger, souvent? C'est que les gens se tournent vers le viager pour les mauvaises raisons? Oui, parce qu'ils peuvent parfois se dire, ben voilà, j'ai une bonne opportunité. Je vais avoir 30 ans, je suis en couple, je ne me tourne pas vers le viager. Non, justement, je me tourne vers le viager et puis vous vous retrouvez bloqué avec votre patrimoine pendant 25 ans. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Pas du tout, parce qu'en fait, le profil type de la personne qui achète en viager, c'est un investisseur quelque part. C'est monsieur et madame tout le monde. Donc je peux avoir 30 ans, être en couple et vouloir acheter un viager. Bien sûr, mais qui en général sont plutôt des personnes qui ont déjà une maison et qui se disent... Bon, c'est des gens souvent multipropriétaires, à mon avis. Donc des gens qui sont confort plutôt. Des gens qui sont confort, ou plutôt des gens qui n'ont plus confiance dans les banques parce que le rendement est très faible, dans la bourse parce qu'ils risquent de perdre leur argent, et qui disent je vais investir dans la brique. D'accord. On parle toujours de l'acheteur, mais on ne parle pas du vendeur finalement. Moi, même à ce niveau-là, je ne comprends pas très bien l'idée, parce que quelqu'un qui a 78 ans, ok, il a peut-être pas d'héritier, il dit bon bah je veux pas que ça fait dans l'État, mais à la limite on s'en fout. Lui, il devrait s'en foutre, ça ne changera rien dans sa vie. Mais il pourrait très bien le revendre et prendre son capital et le placer dans autre chose, ou le mettre en location s'il veut laisser un viager libre, prendre sa rente locative. Sauf que là, c'est à vie. Mais ce qu'il y a, c'est que la situation type du vendeur, c'est une personne qui veut absolument pas partir de chez elle. Elle veut pas partir de chez elle. C'est ça à la base. C'est à la base, c'est ça. Elle veut rester dans ses meubles et elle veut avoir les libertés d'avoir un train de vie qui correspond à... Par contre, on lit beaucoup de témoignages sur le fait qu'au début, ça fait bizarre d'être plus chez soi, mais de rester dans son appartement. Oui. Je pense que moi, mon expérience, ça dure entre 15 jours et 2 mois. Oui, après ça, les personnes, fatalement, comme elles restent dans leur meuble, elles oublient complètement qu'elles ont vendu. Et elles ont une vie on s'y fait. On pose les avantages pour le vendeur.
capital disponible immédiatement, on est d'accord. Oui. Revenus réguliers garantis, le fait de continuer à habiter chez soi, d'en avoir l'usufruit, et d'éviter éventuellement des soucis de gestion. Vous êtes d'accord avec tout ça? J'ai envie de dire oui et non, parce que revenu garanti, on parlait tantôt, imaginons une personne qui gagne très bien sa vie, elle achète en viager, elle a une rente à payer tous les mois. Puis dans 2-3 ans, il y a une séparation, un divorce, des problèmes de perte de revenus. On n'est jamais sûr de rien. Elle ne sait plus payer cette rente, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais? Ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que d'une part... J'ai un doute avec le jamais. Ça. Non, mais ça n'arrive jamais parce qu'en fait, la loi est extrêmement stricte. Et donc, si vous ne payez pas pendant 2 mois la rente, la vente est annulée et vous perdez tout, les droits d'enregistrement. Même si ça fait 10 ans? Même si ça fait 10 ans, vous perdez tout. Donc, ça vous êtes d'accord avec ça, Laurent? Ça n'arrive jamais pour cette La loi est claire à ce niveau-là, mais la personne qui avait peut-être 75 ans quand elle a vendu, qui voulait justement pas ses soucis, qui se retrouve 7-8 ans après, qui en a 82, 83, se retrouve à devoir remettre en vente viagère, elle se retrouve de nouveau sans une rente et c'est pas évident, quoi. Donc, en pratique, ça peut être compliqué. En pratique, je ne sais pas si on a vu les avantages de l'acheteur maintenant. Diversifier son patrimoine immobilier, on est d'accord avec ça. Une rentabilité future garantie, là ça se discute. Non. Ouais. Éviter de payer des intérêts bancaires. On s'arrête sur celui-là? On les paye de toute façon aux vendeurs. Oui. Donc indirectement, c'est calculé dans le prix de vente et dans la... Et ce dernier point, à votre réaction, acheter un bien à moindre coût. Est-ce que de toute façon, si tout se passe bien, raisonnablement, on ne paye pas moins cher? Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Je peux vous faire la démonstration. Aujourd'hui, c'est systématiquement le cas. Le cas que ça revient moins cher? Oui, c'est le cas que ça revient moins cher. Même pas en cas de décès. Dès le départ, ça revient moins cher parce que vous immobilisez moins de capital. Et puis, quand on voit finalement ce qui existe en courbe d'espérance de vie en France, si on compare avec un prêt immobilier classique, avec vous voulez dire. L'historique est de 7-8 ans de paiement. Donc, avec 7-8 ans de paiement... Donc là, on part dans le calcul si la personne décède. Si la personne ne décède pas, qu'elle tient les 15 ou 20 ans, ça revient beaucoup plus cher. On va passer l'appel à une amie. On a un témoignage, une certaine Charline qui a essayé de nous joindre justement pour donner son avis. C'est une personne qui va bientôt avoir 30 ans et qui cherche justement un bien. Avec son ami Thibault, elle a vu des biens. Charline, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Oui, bonjour. Alors Charline, vous interrogez aujourd'hui sur le fait ou non de vous tourner vers le viager pour cet achat avec votre ami Thibault, c'est ça ? On se demande si c'est justement un bel investissement, comme le dit M. Verdonck, ou si au contraire, pour un premier achat, c'est déconseillé. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être à Charline dans ce cas-là ? Je vais vous donner un exemple très concret. Un appartement que je viens de vendre à Uccle, évalué 250 000 € en viager libre. La rente est de 1 250 € par mois, c'est-à-dire qu'en gros, ces personnes vont payer 250 € de plus par mois que s'ils étaient locataires. Mais ils sont déjà propriétaires et ils ont dû payer un bouquet de 50 000 €. Donc il faut débourser 50 000 €, payer 250 € de plus que si on avait acheté cet appartement. D'accord, mais après il faut attendre. Mais il faut attendre. Et donc, in fine, on ne peut avoir qu'une bonne. Là, on parle d'un viager libre. On parle d'un viager libre. Charline se demande peut-être quel est l'état de santé de la personne qui habite le bien. Moi, j'ai peut-être beaucoup de qualités, mais je ne suis pas Nostradamus. Donc, la seule chose qui soit intéressante, c'est de voir quel est l'âge de la personne et quelle est la courbe d'espérance de vie. Alors après, effectivement, on peut tous... Donc, vous ne déconseillez pas forcément à ce jeune couple ? Il est rare, mais pour un jeune couple, je pense que le fait de dire on paye 250 € de plus par mois, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, mais pour dire on est propriétaire dès maintenant, on ne peut avoir qu'une bonne surprise. Laurent, un conseil pour Charline peut-être ? Disons que moi, j'ai envie de dire que si on va vers un prêt hypothécaire classique, ça ne va pas lui coûter spécialement beaucoup plus cher. On va être pour un crédit de 200 000 à 950 € par mois de remboursement. Donc. Oui, mais la différence, c'est que le banquier ne va jamais l'appeler pour lui dire « Madame, vous pouvez arrêter de payer », ce qui peut être le cas en viager. Donc c'est un pari, mais on n'est pas sûr. Si la personne décède, elle aura un coup de fil du notaire disant « Madame, vous ne devez plus payer », le banquier ne va jamais l'appeler. Oui, c'est un pari. Ça, c'est un pari. Est-ce que vous êtes joueuse, Charline, peut-être pour relever ce défi ou relever ce pari-là ? Je suis joueuse. Je vais aller voir M. Verdonck bientôt. Voilà, vous aurez peut-être... Vous êtes la bienvenue. Merci en tout cas, Charline, d'avoir participé à cette émission. Et puis, merci pour tout et bonne chance pour la...